Oui, ben alors là ici, là, on avait construit, là, pour le 18 juin, on avait construit une grande yourte qu'on avait amenée en kit. À côté, on avait fait un tipi et une grange. Une grange, et là, derrière le petit bosquet, on avait fait des chiottes secs. Voilà, pour pouvoir récupérer, y habiter. Et puis là, ben, lundi dernier, ils sont venus, ils ont tout enlevé. Et là, les gendarmes mobiles sont venus, ils étaient 80. Et il n'y avait qu'une personne qui avait dormi sur le site. Et voilà, ils ont tout emporté. Si vous entendez tous les oiseaux là, les hirondelles, ici c'était quand même une zone Natura 2000. Donc Natura 2000, c'est quand même un label qui n'est pas très facile à obtenir. Par contre, ce qui est étonnant, c'est la facilité avec laquelle on le fait sauter, ou on le contourne. C'est un label européen, et Natura 2000. Et donc ici, parce que c'est un espace protégé dans le cadre du Vison d'Europe. Voilà, plus l'angélique des estuaires, qui est une plante qui est protégée aussi. Et c'est à ce titre-là que cette zone est une zone Natura 2000. Et le maire a réussi à contourner la législation pour pouvoir y faire un golf. Soi-disant, un golf qui n'impacte pas le milieu. Natura 2000, c'est une zone donc, où il y a de la biodiversité, il y a des espèces qui sont protégées dessus, et ça permet de préserver l'environnement. Ceci dit, on peut y avoir des activités dessus, puisque des agriculteurs peuvent exercer sur une zone Natura 2000. D'ailleurs ici, il y a un projet pour que des agriculteurs s'y installent. Autrefois, il y en avait 4, il y avait une laiterie, et il y avait 4 agriculteurs qui participaient à l'alimentation de Bordeaux, dans le cadre de la ceinture maraîchère bordelaise, qui est en train de fondre à vue d'œil. Et on peut, d'ailleurs la Confédération paysanne est d'accord pour venir réoccuper ce terrain, pour en faire justement des cultures pour alimenter la ville de Bordeaux et la métropole. Donc il y a un cahier des charges à respecter. Il faut respecter la biodiversité, respecter les espèces qui sont dessus, ne pas mettre des espèces invasives. Les agriculteurs par exemple, ils n'ont pas le droit de labourer le sol au-delà de 20 cm, etc. Et pour le golf, c'est pareil, il faudrait que ça respecte le cahier des charges. Seulement, si vous allez voir plus loin, les 20 cm sous la surface du sol ont été lamentablement dépassés. En plus, ici, ils ont dévié des cours d'eau, chose qui est absolument interdite. D'ailleurs, il y a la police de l'eau qui est passée pour faire des constatations. On a saisi le préfet déjà pour constater ceci. Donc ça, déjà, c'est des comportements un peu hors la loi. Ils sont venus ici défricher là, en pleine nidification des oiseaux, chose qui est aussi interdite. Donc il y a beaucoup de passe-droit. Voilà, quand c'est les gros à chenilles, il y a beaucoup de passe-droit. Ce golf, il a le label, la certification pour s'installer en zone Natura 2000. Alors le cabinet d'experts qui a fait ça, bien sûr, on peut les taxer d'être de mèche avec les aménageurs. Et pour l'instant, d'un point de vue juridique, le dossier est bétonné. Voilà. Sauf qu'il y a quand même des comportements un peu hors la loi. Donc ici, là, c'est une zone qui est en friche et qui ne demande qu'à être respectée. Après, sur Sivens, c'est un peu pareil. Sivens, les travaux ont commencé. Et après, la lenteur de la justice, si on regarde maintenant, les opposants, ils avaient raison, puisque la justice leur a donné raison. D'ailleurs, la France fait des entorses à toute la réglementation européenne, puisque ne serait-ce que les lois sur l'eau et les zones humides, ce sont les premiers à ne pas respecter les directives européennes. Maintenant, la justice a ordonné d'arrêter les travaux et dire que la réglementation n'était pas respectée. Donc du coup maintenant, ça y est, les travaux sont arrêtés, mais avec la lenteur des recours européens, ça dure 2 ans à peu près, les travaux ont largement le temps de commencer. C'est un passage en force, c'est clair. Et après, une fois que les travaux sont faits, c'est toujours difficile de faire machine arrière. Et puis la nature, ici un biotope qui a toujours existé, ça ne se reconstruit pas de manière en 2 coups de cuillère à peau.
il faudra des décennies. Et encore, il y a certaines espèces qui risquent de disparaître. Le vison d'Europe, il va pas revenir comme ça de sitôt. Il y a déjà des bunkers qui ont déjà été construits. Donc là, vous voyez le ruisseau, là, ici, là. Un ruisseau. Donc, qui a été touché. Ils n'ont pas touché là, les berges d'un ruisseau comme ça. Et là-bas, on voit le lac. Un lac qui a été creusé, un lac artificiel pour faire joli. Il ne manque plus que le gazon du golf. Et un peu plus loin, si on va plus loin, il y a un bunker qui est déjà fait. C'est une zone tampon aussi pour les inondations de Bordeaux. Il y a un plan d'innovation, donc ici c'est une zone humide. Et s'il y a des crues de la Garonne, ça doit absorber. Donc les estailles, ça s'appelle les estailles, tout ça, les estailles, ils sont là pour absorber les crues de la Garonne. Quand un ruisseau est curé comme ça, toute la faune et la flore est complètement ravagée. Alors on a fait donc 3 semaines d'occupation du site et pendant les 2 premières semaines il y a eu régulièrement tous les matins des opérations de blocage du chantier, de blocage pacifique, c'est-à-dire simplement se mettre devant les machines. Donc les opérations de blocage elles se trouvaient de l'autre côté de la haie qu'on voit ici. Et à l'issue de chaque opération de blocage, la police est venue cueillir 2 ou 3 opposants au camp de base et il y a eu à chaque fois des mises en garde à vue. Alors sachant que la police venait à chaque fois avec des gens de chantier et demandait aux personnes du chantier de reconnaître visuellement qui participait, qui participait pas. Donc on voyait les gens du chantier dénoncer lui il y était pas. Donc à chaque fois c'était complètement des dénonciations arbitraires, sachant que les personnes qui étaient désignées à chaque fois elles n'étaient même pas là le jour de l'action et elles se sont retrouvées derrière les tribunaux. Donc on envisage clairement de porter plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse, puisque voilà, c'est vraiment fait à la tête du client, sachant qu'ils n'étaient même pas sur place. Lors d'une deuxième opération de blocage pacifique, la pelleteuse a foncé sur les opposants, sachant que c'était extrêmement dangereux parce que le sol il avait beaucoup plu la veille et le sol était extrêmement glissant et c'était très compliqué de se sortir, de fuir. En plus de ça, le pelliste a fait tourner sa pelleteuse sur elle-même en allongeant le bras, donc les gens étaient obligés de se baisser pour éviter le bras, donc quelque chose de vraiment très très dangereux. Il y avait vraiment une mise en danger des personnes qui étaient là. Et c'est vrai, il y a quelques opposants qui ont alors pris de la boue et qui l'ont jeté sur la cabine du pelliste. Voilà, donc à la suite de ça, le pelliste et sa société ont porté plainte contre les lanceurs de boue, mais de la même manière, les opposants ont porté plainte contre le pelliste pour mise en danger de la vie d'autrui. Voilà. Sachant que ceux qui ont lancé la boue ont eu toutes les peines du monde à faire recevoir leur plainte. La police refusait de prendre la plainte. Au final, il y a une personne qui a réussi, mais le dossier traîne, ils veulent pas enquêter. Alors que pour les personnes de chantier, ils ont réussi immédiatement à faire comparaître notre camarade en comparution immédiate. Donc il est passé déjà une première fois la semaine dernière et il a refusé la comparution immédiate. Il repassera le 29 juillet. Donc on voit très clairement dans cette affaire qu'il y a 2 poids 2 mesures. Une personne qui jette de la boue et qui est condamnée immédiatement, et une personne qui met délibérément en danger la vie d'autrui, qui n'est pas condamnée, qui est tranquille et en plus qui se permet de porter plainte et d'obtenir raison.